Marie-Agnès fixe son écran d'ordinateur, les yeux dans le vague. Son bureau, d'habitude super bien rangé, est jonché de post-it et de tasses de café à moitié vides. Ça fait des semaines qu'elle se sent complètement débordée, incapable de gérer la pression au boulot et les conflits à la maison. Les disputes avec son mari se multiplient et elle galère à trouver des solutions pour que tout le monde trouve un équilibre. Mais à chaque fois qu'on lui demande si ça va, elle répond oui. Au fond d'elle, elle sait que c'est pas vrai. Mais elle est maman, elle travaille et elle se considère chanceuse. Et pourtant, elle a souvent l'impression d'être submergée par toutes ses responsabilités. Elle a du mal à trouver du temps pour elle. Elle se sent épuisée et a de plus en plus de mal à gérer ses émotions. En plus de ça, elle a de terribles maux de tête et de dos et ses nuits sont entrecoupées. Malgré ces difficultés, Marie-Agnès peine à demander de l'aide. Comme beaucoup, elle se sent coupable de ne pas tout réussir parfaitement et elle a du mal à s'accorder le droit d'être vulnérable. D'après toi, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas, façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. L'environnement de Marie-Agnès joue un rôle important dans sa réticence à demander de l'aide. Son mari, qui est peut-être habitué à l'avoir tout géré, ne réalise pas l'ampleur de sa détresse. Ses collègues admirent sa maîtrise et n'ont pas la moindre idée de son niveau d'épuisement. Et ses enfants, habitués à une mère toujours disponible, ne comprennent pas qu'elle se sente irritable. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Plus Marie-Agnès cache ses difficultés, moins son entourage peut lui offrir le soutien dont elle a besoin. Et plus, en fait, en observant Marie-Agnès tout gérer toute seule, le message qu'ils reçoivent, que reçoit son entourage, c'est qu'on peut lui demander encore plus puisque ça va. Et on en vient à ce dont Marie-Agnès a besoin, c'est juste de commencer à communiquer sur ses besoins et ses limites. En faisant ça, ça lui permettra non seulement à son entourage de mieux la comprendre, de pouvoir la soutenir, l'aider, mais aussi de créer un environnement où on a le droit d'être vulnérable, on a le droit de s'entraider. D'ailleurs, c'est une bonne réflexion à faire pour toi aussi. Pense à quelqu'un dans ton entourage à qui tu pourrais demander de l'aide. Imagine ensuite sa réaction si tu le faisais. Et maintenant, imagine comment toi tu réagirais si c'était cette personne qui te demandait de l'aide à toi. Alors dans cet épisode, on va évoquer différents blocages par rapport au fait de demander de l'aide ou de se faire accompagner, enfin de sortir un peu de ce cercle vicieux. Le premier blocage, c'est la peur du jugement. Marie-Agnès, au fond d'elle, elle a cette crainte de ce que les autres vont bien pouvoir penser, de ce qu'ils vont pouvoir dire, de ce qu'ils vont pouvoir ressentir si elle ose exprimer ce qu'elle ressent, si elle ose dire qu'elle va mal. C'est un poids énorme qui est alimenté par ce besoin, en fait, qui est très humain, d'être accepté, d'être apprécié, d'être validé par son entourage. Et donc, quand le moment arrive d'admettre qu'elle n'arrive plus à gérer la pression de toutes ses responsabilités, même si les signes d'épuisement sont évidents, même si son corps et son mental lâchent de partout, elle continue à répéter oui, ça va quand on lui demande comment elle va. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce réflexe de minimiser cette dissimulation presque maladive? Oui, il y a une sorte d'insécurité, en fait, un manque de confiance en soi. Parce que c'est comme si admettre qu'elle a des limites, ça allait exposer aux yeux du monde sa fragilité. Et comme elle a déjà ce sentiment de pas être à la hauteur, d'être une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une mauvaise employée, une mauvaise chef d'entreprise, eh ben, c'est comme toujours, c'est un cercle vicieux. Donc, comme elle n'a pas confiance en elle, elle se dit que forcément, si elle montre cette vulnérabilité, si elle montre qu'elle n'est pas superwoman, eh ben, les autres
le regard des autres va diminuer envers elle, va changer, elle sera plus la superwoman que les autres voient. Après, donc forcément, il y a aussi cette peur du rejet social. Parce qu'on a beau faire, en tant qu'être humain, on a besoin d'appartenir à une communauté, à une famille, à une société. On a besoin de liens aux autres. Et exposer ses failles, c'est prendre le risque d'être rejeté, d'être ridiculisé, d'être vu comme une brebis galeuse. Et à ça s'ajoutent sûrement des mauvais souvenirs, peut-être de fois où elle a été critiquée, de fois où elle a été humiliée, parce que elle avait montré qui elle était. Et donc forcément, ça la refroidit. Et il y a un autre problème par rapport à ça aussi, c'est les standards de perfection qui sont la plupart du temps complètement irréalistes, mais qu'elle s'est forgée. Parce que on sait, dans notre société française actuelle, il y a la pression de la performance. Et donc, surtout, je ne sais pas si c'est surtout, mais en tout cas chez les femmes, on a cette pression d'être sur tous les fronts et de le faire bien. Et donc, quand on n'y arrive pas, on culpabilise. Mais reconnaître ses limites, c'est faire un pas vers l'inconnu, ça peut faire peur. Mais est-ce que c'est pas justement en s'exposant à cette vulnérabilité qu'on peut briser ce cycle d'épuisement, ce cycle de jugement? Est-ce qu'il serait pas mieux d'accepter avec bienveillance le fait qu'on soit imparfait, qu'on soit juste humain en fait? Et d'ailleurs, je t'invite à réfléchir à ce sujet. Pense à une situation récente où tu as hésité à demander de l'aide par peur du jugement. Qu'est-ce que tu pensais que les autres penseraient de toi? Et encore une fois, imagine si c'était un ami qui était dans cette situation. Qu'est-ce que tu lui dirais? Si ce que tu lui dirais est différent de ce que tu te dis à toi, demande-toi pourquoi tu aurais cette empathie, cette tolérance envers l'autre que tu n'as pas envers toi. Ensuite, on arrive au blocage 2, qui est le mythe de l'autosuffisance. Cette idée ancrée, en fait, que, comme je te disais tout à l'heure, qu'une femme doit toujours pouvoir tout assumer seule, sans jamais montrer de faiblesse. Et encore une fois, demander de l'aide, ce serait un aveu d'échec, la preuve d'une incompétence, que ça soit assumer ses rôles de mère, d'épouse, de professionnelle. Mais encore une fois, vouloir tout contrôler, tout maîtriser seul, c'est oublier la nature humaine. On a tous des forces, on a tous des talents, mais on a aussi tous des limites. Et avant de les poser, il faut déjà les connaître. Et dans les périodes de gros stress, on a tendance à pas forcément, quand les limites sont pas définies, à pas savoir où elles se trouvent, et donc à pousser toujours plus loin. Mais le problème, c'est qu'on arrive à un moment où c'est trop loin, et là, c'est trop tard, en général. Mais se persuader qu'on peut tout assumer, qu'on va pas faillir, qu'on va y arriver, en fait, c'est un mythe. Parce que qui peut y arriver sans jamais avoir besoin d'un coup de main, sans jamais se faire aider, sans jamais avouer que c'est trop? Personne. On n'est pas des machines. On n'est pas des machines infaillibles, insensibles. On reste des êtres humains. Et inévitablement, on a besoin, à un moment ou un autre, de pouvoir demander de l'aide, de pouvoir avoir du soutien, de pouvoir avoir de la compréhension. Et pour Marie-Agnès, ça serait l'équivalent de renier son indépendance, en fait. Cette peur de devenir dépendante vis-à-vis des autres, d'être peut-être méprisable. Mais en attendant, elle s'épuise. Elle s'épuise, elle essaye d'atteindre un idéal de perfection. Et cet idéal de perfection n'existe pas. Et encore une fois, les dommages, autant psychologiques que physiques, causés par ça, finissent tôt ou tard par se faire ressentir. Donc, pour elle, il est temps de casser ce mythe et de réaliser que demander du renfort, de solliciter l'aide de ses proches, ça n'a rien d'une faiblesse. Au contraire, c'est une marque de force parce que accepter ses propres limites, ses besoins d'être humain vulnérables par définition, c'est une force. La preuve, ça demande du courage. Et donc, je te propose un troisième petit exercice, de prendre un moment pour réfléchir à 5 situations où quelqu'un t'a aidé dans ta vie.
Ça peut être des gestes importants, ça peut être des phrases ou quelque chose d'anecdotique, mais il suffit parfois de pas grand-chose en fait pour être aidé, pour débloquer quelque chose. Par exemple, si un ami qui a été là, qui t'a écouté pendant un moment compliqué pour toi, un collègue qui t'a aidé à terminer un projet, un voisin qui a gardé tes enfants quand tu étais malade. Et dans chacune de ces situations, note ce que la personne a fait exactement pour t'aider. Ensuite, note comment cette aide a impacté ta situation et aussi les émotions que tu as ressenties. Une fois que tu as fait ça, tu peux essayer de voir ce que ces situations ont en commun. Comment ta perception de toi ou des autres a évolué après. Est-ce que ça t'a rendu plus fort ou plus faible? Comment t'en es ressorti en fait? Qu'est-ce que se serait passé si tu n'avais pas eu cette aide? Où t'en serais? Et là, on en arrive au point 3, qui est la minimisation des problèmes. Parce qu'on va être honnête, hein, Marie-Agnès, elle a tendance à minimiser les galères qu'elle traverse. Quand elle se sent complètement dépassée par toutes ses responsabilités, quand elle se sent stressée, quand elle se sent épuisée, sa première réaction, c'est de se dire « ça va passer ». Parce que peut-être qu'avouer à quel point c'est dur pour elle, c'est trop dur à encaisser. Et même si les signes sont là, même si les signes ne mentent pas, quand on lui demande comment elle va, elle répond oui, ça va, sur un ton rassurant. Mais on voit que c'est une femme qui en peut plus, qui est crevée, qui a du mal à garder son calme. Et cette manie de minimiser ses problèmes, ça peut avoir plusieurs explications chez elle. Donc déjà, on l'a vu, il y a la trouille de montrer ses faiblesses, le fait de ne pas connaître ses limites, ou en tout cas de ne pas vouloir les prendre en compte, mais aussi le fait d'admettre à quel point la situation est dure, c'est comme un échec. Donc, elle préfère s'accrocher à l'illusion qu'elle maîtrise tout. Mais en refusant de voir la réalité en face, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle évite d'affronter une vérité qui lui semble trop lourde à porter pour le moment. C'est un mécanisme de défense, mais c'est bien évidemment pas la meilleure solution à long terme. Peut-être aussi qu'elle a des attentes hyper élevées et qu'elle est persuadée qu'elle doit tout faire seule. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, elle considère que ces difficultés sont normales. Il y a aussi la honte et la culpabilité dont on a parlé aussi. C'est la honte d'admettre qu'elle arrive plus à être à la hauteur. Et puis, de toute façon, comme elle voit pas de solution immédiate, eh ben, le réflexe de minimiser ses problèmes, c'est plus simple. C'est un peu comme si ignorer la situation, hop, ça la fait disparaître. Mais ça, le fait de minimiser, ça l'empêche de prendre la mesure de ce qu'elle traverse. Et surtout, ça l'empêche d'agir en conséquence pour aller mieux. Parce que tant qu'elle va pas reconnaître ce qu'elle vit, tant qu'elle va essayer de l'atténuer, elle restera coincée dans ce cercle de l'épuisement. Donc la première étape, c'est d'accepter et d'assumer ses émotions, sans les minimiser. Parce que c'est seulement quand elle sera face à ses problèmes, tels qu'ils sont, qu'elle pourra mettre en place des changements et qu'elle pourra demander de l'aide. Et toi, qui m'écoutes, sur une échelle de 1 à 10, comment tu évaluerais ton niveau de stress? Et une fois que tu l'as évalué, toi, je te propose de demander à quelqu'un de ton entourage, de lui demander à combien il évolue ton niveau à toi de stress. Parce que peut-être que tu vas te mettre 2 et que l'autre personne va te mettre 8. Et là, peut-être que ça te fera un peu prendre conscience de certaines choses ou y réfléchir en tout cas. Le blocage 4, c'est la peur de la vulnérabilité. Bon, même si on en a déjà parlé, on voit bien cette peur qui se manifeste quand, malgré des signes évidents de stress, d'épuisement, elle continue de tout garder pour elle. Et cette crainte de la vulnérabilité, elle peut avoir plusieurs origines. Donc déjà, oui, la peur d'être jugée négativement, d'être potentiellement la cible de critiques. Mais il y a aussi le besoin de garder le contrôle. En fait, en gardant tout pour elle, Marie-Agnès maintient un sentiment de maîtrise. Et s'ouvrir aux autres, ça voudrait dire lâcher prise. Et ça peut faire peur. Il y a aussi l'appréhension d'être rejetée, d'être abandonnée. La peur du rejet social, c'est quelque chose de très fort. Ça s'explique par l'histoire, mais il en reste qu'on a toujours cette peur
cette peur humaine du rejet social. Il y a aussi les blessures du passé qui peuvent jouer. Si elle a déjà été trahie ou blessée à un moment où elle avouait des faiblesses, je mets des gros guillemets, hein, on est d'accord, mais où elle avouait une vulnérabilité, forcément, elle s'est mis un bon bouclier. Puis voilà, comme je te disais, il y a aussi les injonctions de la société qui valorisent la force, l'indépendance, la réussite. Donc ça, être vulnérable, c'est inadmissible. Et pourtant, c'est être humain. Et la difficulté est là, c'est d'apprendre à accueillir cette vulnérabilité avec bienveillance, évidemment, plutôt que de la fuir. Parce qu'en la considérant plus comme une force que comme une faiblesse, elle pourra oser demander de l'aide dont elle a besoin, sans avoir honte, sans craindre. Et c'est là qu'elle pourra sortir de ce cercle vicieux. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu te souviens d'un moment où quelqu'un s'est montré vulnérable avec toi? Comment tu as réagi? Comment ça a affecté ta relation avec cette personne? Je te donne des devoirs aujourd'hui. Et enfin, le blocage 5, les contraintes. Les contraintes perçues, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir. Par exemple, quand Marie-Agnès pense à se faire aider pour aller faire son travail, elle va trouver des excuses. Je peux pas me le permettre financièrement, j'aurai pas le temps de former quelqu'un, etc. Mais en réalité, derrière ces arguments qui sont rationnels, il y a une réticence à demander de l'aide. Parce que se faire épauler, que ce soit à la maison, au travail ou par rapport à ses émotions, ça veut dire qu'elle lâche prise sur le contrôle qu'elle a depuis des années. Déléguer des tâches ménagères, ça la forcerait à revoir ses priorités, à faire la part entre ce qui est vraiment important et le reste. Et ça risque de la déstabiliser. Cette mère de famille super organisée qui aime tout faire parfaitement. Et pareil au travail, négocier un coaching ou des aménagements, ça remettrait en cause l'image de travailleuse hyper autonome, investie, qu'elle montre aux autres. Elle a peur du jugement de ses collègues, de ses chefs si elle demande de l'aide. Et au fond, ses excuses sur le budget ou sur le temps, c'est juste pour se rassurer. En fait, ça l'empêche d'avoir à affronter ses vrais blocages, ses vraies difficultés et à demander de l'aide. Et cette démarche, ça remettrait en question des habitudes qui sont bien, bien ancrées et son besoin de tout contrôler toute seule. Oui, le changement et la remise en question, ça fait peur. Alors, plutôt que d'oser franchir le pas, elle préfère se raccrocher à ses justifications qui sont rationnelles, concrètes, qui n'invitent pas à creuser plus loin en fait, et aussi qui sont plus faciles à accepter, que vraiment de revoir sa façon de fonctionner. Mais en agissant comme ça, encore une fois, elle se prive d'une aide qui pourrait la soulager dans cette période difficile ou même pour la suite, pour lui donner les bons réflexes ou pour juste lui apprendre à poser ses limites et à comprendre où elle en est. Et donc, je vais te donner un dernier exercice, si tu es d'accord. C'est de lister toutes les raisons pour lesquelles tu penses ne pas pouvoir demander de l'aide. Et pour chacune, demande-toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une supposition? Ou est-ce que c'est une réalité ou une excuse en fait? Alors, on arrive à la fin de l'épisode. On a parlé de 5 blocages majeurs qui empêchent souvent de demander de l'aide. La peur du jugement, le mythe de l'autosuffisance, la minimisation des problèmes, la peur de la vulnérabilité et les contraintes perçues, les contraintes qu'on ressent ou qu'on met en avant. On a également vu comment l'entourage peut involontairement renforcer ces blocages. On a vu aussi ce qu'on renvoie à l'entourage. Et ce que je voudrais te rappeler, c'est que demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de courage et d'intelligence émotionnelle. Parce que si c'était de la faiblesse, ce serait donc plus simple et donc plus de monde le ferait. Mais c'est vraiment en prenant conscience de nos limites, en nous appuyant sur les autres, qu'on peut vraiment s'épanouir. Alors commence peut-être par des petits pas, par essayer de te comprendre déjà, comprendre
Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Et encore une fois, de creuser un peu la première réponse qui va venir. Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Est-ce que c'est pas autre chose derrière? Parce que chaque fois que tu demandes de l'aide, tu donnes aussi la permission aux autres de faire de même. Et ça, c'est important. Si c'est une question que tu te poses, si tu ne sais pas si tu es prêt ou prête, si c'est quelque chose qui te travaille mais sans franchir le pas, je te propose d'en discuter lors d'un appel de 20-30 minutes max, qu'on en discute et puis tu repars ensuite et tu n'es obligé de rien. L'idée, c'est vraiment d'en discuter, puis que ça permettra peut-être toi aussi d'y voir un peu plus clair et de savoir ce dont tu as besoin et envie surtout. Voilà. La semaine prochaine, on parlera de comment se pardonner et aller de l'avant. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je te propose de me mettre dans tes favoris si ce n'est pas encore le cas. Et n'hésite pas surtout à parler du podcast autour de toi si ça peut aider d'autres personnes. Parce que si tu l'écoutes, si tu te sens concerné, tu n'es pas le ou la seule. Et donc le partager, ça permet à d'autres personnes de le connaître et de l'entendre et de faire aussi ce petit travail d'introspection. Je te souhaite une bonne semaine, des bonnes vacances si tu es en vacances et je t'embrasse.